Bien, maintenant on va illustrer ce qu'on vient d'aborder en corrigeant le dossier 5 des ECN 2010. Alors je vous propose d'en faire une lecture ensemble, on va lire l'énoncé, et puis on va s'arrêter à chaque mot ou à chaque expression qui nous réveille un réflexe, un mot-clé, une idée. En théorie, vous devez le faire avec un stylo à la main et une feuille de brouillon. Bien, donc, allez, c'est parti. Arnaud, on t'écoute et on fait le point à la fin de chaque phrase pour voir ce qu'on aurait relevé. Donc un garçon de 2 mois et 3 semaines est amené par sa mère aux urgences au début du mois de décembre pour une toux et une gêne respiratoire. Donc là, déjà on commence, un garçon de 2 mois et 3 semaines, donc on a un nourrisson. Donc devant un nourrisson, il y a plusieurs mots qui doivent vous venir, donc nourrisson c'est de la pédiatrie, donc il y a l'accord parental, il y a les vaccins, il y a le poids, la courbe saturo-pondérale, l'accord des parents, je l'ai déjà dit, oui. Il y a le carnet de santé et éventuellement l'éviction de la crèche si jamais il y va. Donc après on voit, donc il est amené par sa mère, ça, on s'en fiche un peu. Au mois de décembre, donc le mois de décembre c'est la période des épidémies virales, donc il faut y penser quand vous allez justifier votre diagnostic, ça va être un argument pour les infections virales. Et il tousse et il a une gêne respiratoire, donc en premier lieu on va évoquer une infection ou une atteinte bronchopulmonaire. Et devant une gêne respiratoire, il va falloir bien sûr rechercher les signes de gravité cliniques et paracliniques chez ce nourrisson. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Oui, alors c'est dans la liste de lecture parfait. Mais en fait, quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que l'auteur du dossier, les correcteurs, ne sont pas là pour vous piéger. Vous pourrez le croire, mais c'est pas vrai. Et donc globalement, dans un dossier de scène, c'est exceptionnel. En fait, j'en ai pas le souvenir en 5 ans d'annales d'un dossier où il y aurait des choses superflues. Donc en fait, tout ce qui est dit est important, et si là on vous dit que c'est le mois de décembre, c'est pas pour faire joli, c'est effectivement parce que ça doit vous évoquer période épidémique, VRS, bronchiolite. Si on avait voulu vous faire partir sur autre chose, vous auriez dit, il est amené par sa mère au mois de juillet. Voilà. Donc voilà, rien n'est laissé au hasard, et on le verra dans la question de justification, je pense après. Tout est important, et vraiment, chaque mot doit être relevé et associé à ce genre de justification. Oui, je voulais dire parce que pour en avoir rédigé beaucoup des dossiers, euh, on n'écrit pas des phrases en plus, comme tu dis, juste pour broder, pour faire joli, pour rajouter du texte, hein. Ça demande de l'imagination, et en tant que rédacteur de dossier, on n'a pas forcément envie d'imaginer des choses, et on n'a pas non plus envie justement de piéger les étudiants, comme tu dis, parce qu'on on veut pas que vous partiez de travers. On veut pas vous piéger, on veut que vous arriviez à suivre notre idée, notre raisonnement. Excuse-nous. Donc, il s'agit d'un enfant issu d'une première grossesse gémellaire, né au terme de 36 semaines avec un poids de naissance de 2,4 grammes. Son jumeau pesait 2,3 kg. Oui, oui, on avait relevé que c'était Oui. des kilos. Donc, le fait que ce soit une première grossesse et un premier enfant, moi souvent dans le cas clinique, je l'ai interprété comme un argument contre une origine génétique d'une éventuelle maladie. Parce que généralement, dans les cas ECN, si on vous fait évoquer une pathologie génétique, on vous dira où il a un frère, une sœur, ou quelqu'un qui a déjà eu cette maladie ou qui présente des signes cliniques qui ressemblent à cette maladie. Donc c'est une grossesse gémellaire et il est prématuré, voici à 36 semaines, donc ça il faudra s'en rappeler, surtout qu'on parle de gène respiratoire avant, et prématurité c'est toujours un facteur de gravité. Et il a un poids de naissance de 2,4 kg, donc il est hypotrophe, donc il faudra s'en rappeler pour la suite du cas, parce que vous savez que tout prématuré doit compenser son faible poids de naissance au cours de ses premiers mois de vie, et c'est un signe de bonne croissance. Donc ça, il faut le noter quelque part, parce que si on nous le donne, c'est que forcément, ça va être utile. Alors, juste, c'est là que je voudrais qu'on détache aussi un petit peu le sens clinique du fait qu'on se trouve devant un dossier d'ECN. Parce qu'évidemment, au sens clinique, on peut se dire, bon, 36 semaines, 2,4 kg, ben, pour une grossesse gémellaire, ils naissent pas souvent beaucoup plus tard que 30, enfin, c'est difficile de les tenir à 37 ou à 38, et puis ils pèsent pas 3 kilos ou 3,5 kg, les jumeaux. Donc, après tout, bon, dans la vraie vie, on se dit, bon, bah, 36 semaines de kilo 4, bon, pour un jumeau, c'est à peu près normal. Là, gardez quand même à l'esprit que
On vous a dit qu'il était jumeau, c'est probablement pas pour rien. Déjà, c'est pour vous faire penser qu'il a un frère et qu'il va falloir penser au frère, enfin ou à l'autre bébé. Et puis 2,4 kg, effectivement, bon, tant qu'on ne dit rien d'autre, considérons-le comme hypotrophe parce qu'au niveau de son organisme, bah, il pèse 2,4 kg et pas 3,3 kg, hein. Marc? Oui, tout à fait. Là, je rejoins un petit peu Benjamin. C'est vrai que, bon, stricto sensu, prématurité, hypotrophe, il n'y a pas de problème. On le met dans son coin de brouillon, mais justement, d'où l'intérêt du brouillon, parce qu'effectivement, cliniquement, après, est-ce que ça a une relevance peut-être un peu moindre? Moi, j'avais au contraire, bon, alors pas de cause génétique, pourquoi pas. Moi, j'avais au contraire relevé ça comme étant la suite ne va pas être un problème lié à une maladie néonatale. Parce que finalement, il naît avec un poids qui n'est pas si bas que ça pour une grossesse gémellaire à 36 semaines. Et 36 semaines, c'est pas 32. Et finalement, au-delà de 35 semaines, quand même, globalement, il n'y a plus tellement de problèmes. Donc finalement, s'il vient avec un problème, mais qu'il est né à 36 semaines et qu'il fait 2,4 kg à la naissance, qu'on voit qu'en plus après, il a pris du poids, ben finalement, c'est peut-être quelque chose de la période de la première année de vie, mais c'est pas quelque chose lié voilà, à la naissance immédiate, quoi. Voilà, moi, je l'avais interprété comme ça, même si stricto sensu, je suis d'accord que sur son brouillon, on écrit hypotrophie et prématurité. Donc il a bénéficié du dépistage néonatal habituel. Donc là, ça sous-entend qu'il a eu le Guthrie et qu'il était normal. Donc devant l'atteinte respiratoire, moi je l'ai interprété comme c'est pas une mucoviscidose parce qu'on l'avait dépisté, on l'a dépisté. Oui, non, mais c'est aussi important de noter les arguments négatifs que les arguments positifs, hein, et dans les questions de justification, les arguments négatifs sont vraiment aussi importants. Oui, c'est très important parce que on est en pédiatrie, on a un problème pneumologique en pédiatrie, aux ECN, il n'y en a pas 50, hein. Bon, déjà, on sait que c'est pas la muco, on est tranquille. Donc les premières semaines se sont bien passées sous allaitement maternel exclusif. Donc il a pris 800 grammes jusqu'à l'âge d'1 mois. Et voilà. Donc là, moi, quand j'ai lu cette phrase, dans ma tête, ça a fait un peu tilt, parce que je me suis dit, cette phrase, elle sert à quasiment à rien dans le cas clinique, parce qu'on est bien content, maman lui donne à manger et il grossit. Donc je me suis dit, pourquoi il y a cette phrase? Donc, quand on lit la question d'après, on comprend de suite, parce qu'on me dit qu'un allaitement mixte a été mis en place au début du 2e mois, suivi d'un arrêt de l'allaitement maternel il y a quelques jours, en prévision de l'entrée en crèche. Excuse-moi, je te coupe, mais donc à cette première phrase, là, 800 grammes à un mois, donc il a pris 800 grammes en un mois, euh, normal, pas normal? Oui, il a pris je pense que tu t'es posé la question. Oui, il a pris entre 20 et 30 grammes par jour, à peu près. D'accord, donc, oui. Donc c'était normal. Ouais. Voilà, donc il faut avoir cette notion, hein, un nouveau-né, une trentaine de grammes par jour. D'accord. Je pense quand même globalement que si vous avez un dossier de néonatologie, on va dire, on va vous demander d'interpréter le poids, que ce soit une gastro-entérite avec le pourcentage de déshydratation, que ce soit ce genre de cas-là pour une maladie chronique et la difficulté de prise de poids. Donc il faut que vous sachiez de combien un nouveau-né et un nourrisson prennent de poids par jour. Et effectivement, on fait rapidement le calcul, 800 grammes en 30 jours. Oui, ça me paraît aussi dans les zones normales. Et puis on nous dit que ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé, sous allaitement exclusif, très bien. Suite. Donc là, on avait 2 phrases sur l'allaitement, et après on part sur les vaccinations. Donc il a reçu la première vaccination hexavalent et l'antipneumococcique il y a 3 semaines. Excuse-moi. Tout à l'heure, on a dit qu'il allait rentrer en crèche. Oui. Et ça, je pense que tu l'as gardé quelque part. Moi, j'avais écrit collectivité. Oui, collectivité. S'il a une maladie contagieuse, éviction de la crèche. Et j'avais marqué aussi BCG, je crois, qui peut être réalisé pour les entrées en collectivité. Bien sûr. Et donc pour l'instant, on nous dit qu'il a un allaitement mixte, hein. Ouais, qu'il a quasiment. Non, il a un allaitement exclusivement artificiel, parce que un arrêt de l'allaitement maternel, il y a quelques jours. Premier mois, allaitement maternel, deuxième mois, allaitement mixte, et maintenant, après, ça juste de l'artificiel. Oui, alors, c'est juste du vécu. Je crois que le BCG n'est pas obligatoire pour l'entrée en crèche. Non, c'est juste qu'on peut le faire, quoi. C'est une des rares indications qui restent. Donc depuis quelques jours, ses parents ont une rhinite. Bon, là, on nous fait un gros appel de phare sur le comptage. La notion de comptage, tout à fait. Alors, une rhinorrhée est apparue la veille chez l'enfant. Donc là, sur mon brouillon, j'avais écrit rhinorrhée pour la DRP, la désobstruction rhinopharyngée. Donc pour y penser si jamais on demandait un traitement.
Sa mère le décrit comme apathique, avec une gêne respiratoire et une toux sèche entraînant des difficultés à l'alimentation. Il boit moins et ne finit pas ses biberons. Bon, là, c'est un classique dans les cas de pédiatrie. Il faut toujours, devant une pathologie de l'enfant, regarder s'il continue de boire et de manger. Là, on voit qu'il ne finit pas ses biberons, mais on ne dit pas qu'il ne mange pas. Donc, moi, je l'avais interprété comme juste une intolérance alimentaire minime, ne justifiant pas forcément une hospitalisation. Moi, je trouve que là, le dossier prend un tournant en fait. Parce que jusqu'à présent, on nous décrit une consultation aux urgences où bon, bah, finalement, tout allait pas trop mal, il a pris du poids. On se demande un peu pourquoi il vient nous emmerder au milieu de la nuit. Il y a une rhinorrhée, bon. Et puis là, quand même, tout d'un coup, on a. Le mot qui clique, c'est apathique. Quand on a fait un petit peu de pédiatrie, un petit peu de réanimation pédiatrique, un petit peu d'urgence pédiatrique, un enfant qui arrête de jouer quand il a l'âge du jeu, de babiller quand il a l'âge des babillements, c'est super grave. Donc, un enfant qui est apathique, et puis alors, non plus, après, on est enchaîné avec la gêne respiratoire, les difficultés d'alimentation, et alors qui ne finit pas ses biberons, ce qui est quand même la fonction vitale numéro un, surtout à cet âge-là. Moi, je trouve que là, on prend tout de suite un tournant dans la gravité, et pour refaire écho à ce que tu disais sur aspect, dans la sévérité, voilà, on y est. Juste sur cette phrase-là. Donc, moi, j'écris en gros à ce moment-là dans ma liste des réflexes de lecture sur mon brouillon. Attention, sévérité, poser la question d'hospitalisation. Oui, donc à 2 mois et 3 semaines, apathique, c'est grave, hein. Alors, on continue? Donc, il a vomi ses 2 derniers biberons au cours d'efforts de toux. Donc, là, on a un enfant qui mange plus, du coup, et qui a du mal à manger et qui vomit ce qu'il mange. Donc là, ça devient grave. Donc, il va falloir penser à faire tous les bilans nécessaires. Alors moi j'ai un petit flash là, parce qu'on dit il mange plus, il vomit. Donc là, moi dans ma case réhydratation. Là, moi j'ai réhydratation qui apparaît parce que quand même globalement, on va nous faire calculer les poids, les pertes de poids, les choses comme ça. Mais enfin voilà, en gros quand même, il mange plus, il vomit. Je pense qu'il faut le réhydrater à un moment quelconque, quoi. Péros ou IV, on verra. Mais je pense qu'il faut le réhydrater. Donc, il n'y a pas de trouble du transit. Donc là, on nous élimine une éventuelle origine digestive des troubles. À l'examen clinique, il est géniard, la température est à 38 degrés et le poids est à 3,6 kg. La fréquence respiratoire est à 60, il n'y a pas de cyanose, la fréquence cardiaque est à 190 par minute au repos. Donc là, on a un enfant fébrile, géniard. Donc on analyse le poids, il fait 3,6 kg contre 2,4 kg à la naissance et 3,2 kg à 1 mois. Donc ça veut dire qu'il a pris que 400 grammes en... Il a quel âge là? Un mois et 3 semaines. Un mois à peu près plutôt. Donc c'est largement insuffisant. Donc là il faut le noter, il faut se dire que il va falloir trouver l'étiologie un peu de cette absence de prise de poids. Est-ce que c'est dû à la pathologie qui le fait consulter ou est-ce que c'est dû à autre chose? Oui, là c'était majeur, hein. En fait, c'est la phrase, on va le voir plus loin, qui conditionne la compréhension du Du dossier. dossier, oui. Il n'a pris que 400 grammes sur le dernier mois et les 3 dernières semaines, enfin donc sur les 7 dernières semaines. Or, il a une rhinorrhée que depuis la veille. Enfin, sa toux, sa gêne respiratoire, ça a l'air d'être tout récent. Donc, en fait, euh, il a 2 problèmes. Enfin, il n'a pas pris de poids depuis 1 mois et 3 semaines. Donc, il a quelque chose qui dure depuis au moins 1 mois et 3 semaines. Et puis, bon, en plus, là, maintenant, il a une toux, une gêne respiratoire et il vomit. Mais c'est là que c'était super important donc, de calculer la mauvaise prise de poids, hein. Et surtout que ça doit faire tilt. Cassure staturopondérale au long cours chez l'enfant égale pathologie chronique à rechercher. Je pense qu'il faut effectivement prendre 2 minutes pour faire une toute petite chronologie sur son brouillon, parce qu'effectivement, si on lit comme ça rapidement, on peut pas faire la différence entre j'ai pas pris de poids et je consulte avec des vomissements depuis 24 heures, ou j'ai pris du poids normalement et je vomis, je me suis déshydraté, et donc en fait j'ai reperdu le poids que j'ai pris. Mais effectivement, comme on fait, comme tu l'as dit Benjamin, on se rend compte qu'il y a effectivement quelque chose de chronique sous-jacent. J'aimerais moi juste sur la fin de la phrase rajouter un petit quelque chose. Je pense, il est hors de question que vous appreniez les ABAC en pédiatrie, dans toutes les disciplines, des normalités de fréquence cardiaque en fonction de l'âge. Est-ce que c'est normal à 2 mois et 3 semaines et que ça l'est plus à 4 mois? De la même façon sur les formules, est-ce qu'elle est lymphocytaire, ça, bref.
Je pense c'est là où il faut avoir du bon sens et de l'expérience clinique. Et ça se remplace pas. Il faut aller à l'hôpital en stage et passer par les urgences pédiatriques. On est obligé dans une formation de médecin. Et effectivement, quel que soit l'âge, 190 de fréquence cardiaque et 90 de saturation, ce n'est pas normal. Je n'ai à nouveau pas souvenir de dossier bâtard où vous avez un truc, vous allez être à 145 de fréquence cardiaque qui pourrait être normal pour un nouveau-né et pas normal un petit peu plus tard. Voilà, on est à 190, 90 de sat, 60 de fréquence respiratoire, ce qui est trop même à la naissance. Donc voilà, on est hors des clous et encore une fois, ça rajoute un petit peu à la gravité. Donc on nous aide un peu plus à la phrase suivante, on nous dit qu'il y a une détresse respiratoire avec des signes de lutte, et on nous les donne, le balancement thoraco-abdominal, le tirage intercostal. Donc là, définitivement, on fait basculer le cas de cet enfant dans la gravité. On peut rajouter qu'effectivement, 2 phrases plus haut, on nous disait qu'il était géniard, ce qui est aussi une des signes de gravité de la détresse respiratoire chez l'enfant. Oui, moi quand je vois des signes de lutte, je mets tout de suite, bon c'est sûr il va pas repartir à la maison cet enfant. On va s'interroger sur l'appel du réanimateur. Enfin effectivement voilà, bon, ça devient grave, on le note et on sait déjà qu'il va pas repartir, qu'il va être hospitalisé. Oui, ça dans la case thérapeutique de votre brouillon, il y a le mot réanimation qui doit apparaître là. Peut-être que ça ne sera pas à faire, mais il va falloir y penser à un moment, quoi. Donc à la palpation abdominale, le ventre est souple, les orifices hernières sont libres, le foie déborde de 3 travers de doigts sous le rebord costal, il n'y a pas de splénomégalie. Donc on nous dit que bon, il a un abdomen normal et qu'il a une hépatomégalie. Donc là, il fallait trouver un moyen d'intégrer cette hépatomégalie dans cette détresse respiratoire. Vous savez que quelque chose qui donne une dyspnée et qui fait grossir le foie, c'est le cœur. Donc c'était un des seuls arguments pour l'origine cardiaque qu'il y avait. Un cardiaque rendu difficile par les bruits respiratoires trouve un bruit du cœur régulier et rapide. Bon là, on nous dit qu'on ne retrouve pas de souffle, mais que quand même c'était dur à entendre. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en faire de cette phrase, mais on va voir si les questions nous aident à l'interpréter. Ouais, je mets au défi quelqu'un d'entendre un souffle à 190 de fréquence cardiaque. Et on retrouve plusieurs lésions érythémateuses qui sont présentes depuis 2 semaines. Donc on se demande qu'est-ce que ça vient faire. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin de l'énoncé. Et on remarque qu'il y a 2 semaines, il n'avait toujours pas sa rhinorrhée, il n'était pas malade, et que la seule chose qui s'est passée, qui a changé il y a 2 semaines, c'est l'allaitement maternel. Donc c'est pour ça qu'il était utile de bien comprendre la chronologie de ce cas, parce que cette phrase donnait quasiment le diagnostic à une question qui vient plus tard. Alors dans un dossier comme celui-là, ne pas hésiter sur sa feuille de brouillon à faire un petit schéma de la chronologie, hein. Je ne sais pas si vous faisiez ça dans ce type de dossier. Moi, sur ma feuille, je mets à gauche la naissance, je mets une échelle de temps, alors là, ramenée en semaines ou en mois, et puis je vais noter les événements qui sont survenus, les données qu'on a, faire une sorte de petite pancarte du dossier. Ça aide à avoir une vision d'ensemble et à mieux comprendre le dossier. Donc, sur cette ligne de temps, on va mettre les événements importants, donc les changements d'allaitement, la rhinorrhée et l'apparition des lésions érythémateuses. Avec la cassure staturopondérale. Et la cassure staturopondérale. Moi, je rajouterais effectivement même les poids. C'est là où on va voir qu'effectivement, il y avait une prise de poids normale au début et qu'elle n'était pas à la fin. Et oui, pour répondre à ta question, Benjamin, moi je pense que c'est même indispensable. On ne peut pas s'en tirer de ce dossier-là comme de certains autres dans les annales si on ne fait pas une échelle chronologique. Là, on est perdu. Question 1, Arnaud. Donc après, on vous a dit qu'il fallait lire toutes les questions. Donc à la première, on nous demande quelles sont les 2 causes à évoquer en priorité pour expliquer la détresse respiratoire. On nous demande de justifier. À la deuxième, on nous demande de caractériser et d'interpréter la croissance pondérale de cet enfant. À la troisième question, on a une radio à interpréter et à en déduire ce que ça implique pour le diagnostic. Donc, moi, je te coupe. Ça montre bien ce qu'on disait tout à l'heure et pas complètement absurde, parce que si à la question 1, tout le monde se précipite sur la bronchiolite, on est au mois de décembre, il sibyle, il a 38. Voilà. On se dit quel est le deuxième. Si vous avez lu toutes les questions et qu'on commence à faire interpréter le poids, si cet élément-là qui était quand même sur lequel on insistait lourdement dans l'énoncé, mais si vous avez échappé, on se rattrape là. Et donc là, finalement, en lisant la question 2, on se dit tiens, j'y ai peut-être pas pensé, mais il y a peut-être une maladie chronique sous-jacente. Et on retrouve le deuxième diagnostic à évoquer. Donc la question 4, quelle est la cause, précisez la cause de la détresse respiratoire, que recherchez-vous à l'examen clinique?
et quel est l'examen complémentaire indispensable. La 5, on nous dit qu'en fin de compte, on retrouve un souffle et il faut donner un diagnostic. La question 6, on nous reparle du poids, donc on nous redonne un poids 4 mois après et on nous demande de l'interpréter. À la question 7, on nous dit que l'enfant a du mal... Ouais, attendez. À la 6, voilà, on nous dit qu'il a du mal à manger et on nous donne un poids, on nous demande d'interpréter ce poids. À la 7, on nous demande le diagnostic qu'on évoque. Et la question 8 est une question de cours classique en pédiatrie, c'est la question de vaccination. Donc sur ce cas, on remarque qu'on a 2 fois la question du poids. C'est quand même étrange d'avoir 2 fois une même question dans un dossier. Et donc si on essaie de réfléchir un peu de comment ce dossier a pu être construit, on remarque que la question 1, on nous demande des diagnostics urgents, qu'à la question 2, on nous fait partir sur une pathologie chronique, qu'à la question 6, on nous dit qu'on l'a corrigé et que le poids continue de stagner et on nous demande quel autre diagnostic on évoque. Donc moi quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était un cas qui était vécu. Je trouvais que ça pouvait être assez cohérent avec une démarche diagnostique qu'il y avait eu en vrai. Donc il faut essayer de faire ressortir cette idée dans les réponses que vous allez mettre. C'est ce qu'on va voir. Et alors, justement, on a juste oublié de remercier les gens du projet Bicool, hein, grâce auquel on a eu les sujets assez rapidement après l'épreuve. Et c'est pas de ça dont je voulais te parler, Arnaud. Oui. Donc, tu te souviens qu'on a dit, à la fin de la lecture de l'énoncé, on essaie de faire une phrase qui va résumer l'esprit du dossier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme phrase là? Tu veux te lancer? Oui, donc là on peut dire donc on a une détresse respiratoire aiguë fébrile chez alors compliqué d'une intolérance alimentaire avec des signes de gravité respiratoire chez un prématuré issu d'une grossesse gémellaire et avec une cassure staturo-pondérale sévère. Je pense qu'on peut le résumer globalement comme ça. Oui, on présenterait comme ça au staff. Oui, tout à fait, si on était en pédiatrie. Non, enfin, je rajouterais juste un nourrisson ancien prématuré. Ouais. Donc Arnaud, une fois fait, qu'est-ce que ça donnerait finalement notre liste de lecture? Donc ça, il faut imaginer que c'est une feuille A4. Et donc voilà à quoi ressemblerait votre brouillon à la fin. Donc là, c'est la partie des données que vous récupérez de l'énoncé. Ça, c'est la partie des bilans qui doivent en découler. La partie des traitements qui suivent, avec en haut, bon, ça c'est à faire comme vous voulez, les 2 cases de PMZ. C'est en premier pour être sûr de les avoir mis dans votre copie. Donc là, on remarque qu'on retrouve tous les mots-clés importants. On a un nourrisson de 2 mois en période d'épidémie, qui est prématuré, qui a eu un comptage avec un dépistage normal, qui a un allaitement artificiel et une cassure de la courbe staturo-pondérale, qui a une détresse respiratoire fébrile avec une hépatomégalie, un érythème qui est vacciné. Donc on peut remarquer donc la cassure staturo-pondérale doit faire prendre le poids à la consultation qu'il a actuellement. Et on va arrêter le lait maternel parce qu'on se doute que c'est lié. On va le renutrir et on va le réhydrater surtout. Après, on voit qu'il a de la fièvre. La question du bilan infectieux va devoir se poser, parce que vous savez qu'en pédiatrie, ce n'est pas systématique. Et donc, il a de la fièvre. Dans la partie traitement, il faut aussi rajouter, bien sûr, les mesures physiques de lutte contre la fièvre et les antipyrétiques. La détresse respiratoire va entraîner la réalisation d'une saturation, d'un gaz du sang, éventuellement d'un ECG et d'une troponine, si on pense à la myocardite ou à une cause cardiaque. Et dans le traitement, on va retrouver l'oxygénation, la kiné respiratoire et éventuellement la réanimation, car c'est une détresse. L'hépatomégalie doit faire évoquer la cause cardiaque, et donc qui dit cause cardiaque dit ETT. Et l'érythème doit faire évoquer un mécanisme allergique, alors il va falloir se demander à un moment si un bilan allergique est nécessaire ou pas. Et les vaccinations sont à jour, mais l'enfant grandit, il faudra donc prévoir la suite des vaccinations. Donc avec ce brouillon, on remarque qu'on évite de ne pas mettre des mots-clés simples, très simples à trouver, comme l'antipyrétique, l'hydratation ou l'arrêt du lait, tout simplement. Alors, je pense qu'effectivement, ça permet de se clarifier bien les idées après cet énoncé qui est quand même assez dense et qu'on peut du coup aborder les questions de façon plus sereine. Et donc d'ailleurs justement, on va peut-être passer à la question numéro 1, Benjamin.
Oui, simplement, tout à l'heure, tu as dit arrêt du lait maternel, et évidemment, il fallait comprendre arrêt du lait artificiel, hein, Oui, en effet, oui. comme on l'a écrit sur le brouillon. Et, et là encore, hein, cette courbe de chronologie avec les événements importants me semble importante à réaliser. Question 1. Alors, quelles sont les deux causes à évoquer en priorité pour expliquer cette détresse respiratoire et justifier? Bon, évidemment, la bronchiolite, hein, tout le monde l'aura écrit. Et la deuxième cause, alors, à la lumière de l'énoncé, qu'est-ce qu'on évoque? Mais comme c'est écrit dans la question, on nous demande des causes et pas des étiologies. Donc devant une dyspnée, les deux causes à évoquer sont une origine pulmonaire et une origine cardiaque. Donc l'origine pulmonaire va avec la bronchiolite ou autre infection bronchopulmonaire. Et la deuxième cause, c'est une pathologie cardiaque car on a une insuffisance cardiaque droite. Après, on pouvait préciser une pathologie cardiaque fébrile chez l'enfant, on fait évoquer une myocardite. Mais on a, je trouve, pas plus d'arguments que ça. Alors, juste, il faut savoir qu'à ce dossier au concours, il y a peut-être 90% des étudiants qui n'ont pas évoqué la cause cardiaque. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que probablement, ils ont parlé de... Ils sont rentrés dans des détails de la cause respiratoire, j'imagine. Hein. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Pourquoi nous, on aurait pensé à la cause cardiaque? Ah. Alors effectivement, moi je pense qu'il y a une des clés qui est sur le mot cause. Bon, c'est peut-être de l'interprétation, de la réinterprétation, on fait ça, on est à froid, là, mais on ne vous a pas demandé quels sont les deux diagnostics à évoquer, qui sont des choses précises, effectivement, bronchiolite coqueluche ou bronchiolite myocardite. Moi, quand je lis le mot cause, effectivement, pour moi, une cause, quand on a appris à raisonner en arbre diagnostique et en causalité, finalement, moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. Cause, c'est cause respiratoire, cause cardiaque. C'est pas les deux seuls, hein. Une détresse respiratoire, il y a les causes hémato, hein, une anémie aiguë, ça donne une détresse respiratoire, on n'avait absolument aucun argument pour ça ici. Donc moi j'aurais vraiment formulé ma réponse comme ça. J'aurais mis, on évoque en premier lieu une cause respiratoire et avant tout une bronchiolite sur les arguments suivants. Et on évoque ensuite une cause cardiaque et en avant premier. Alors là c'est un petit peu plus difficile, je suis d'accord. Effectivement la myocardite c'est un petit peu compliqué d'emblée comme ça. Moi, je pense que de toute façon, dans ce dossier, les deux causes sont intriquées. Je pense que cet enfant a une insuffisance cardiaque à peu près stable, qui l'empêche un petit peu de prendre du poids, mais qui ne se manifeste pas plus, et qu'il a un comptage et une rhinite, hein, ça on ne peut pas l'enlever, et qu'à l'occasion d'une infection ORL banale, voire d'une bronchiolite, les 6 bilans pouvant s'intégrer dans le tableau d'OAP, ou d'une bronchiolite finalement, ça lui fait décompenser son insuffisance cardiaque. Alors qu'est-ce qui pouvait faire évoquer la cause cardiaque? On l'a dit, hein, la chronologie et l'absence de prise de poids. Et puis quand même les signes, les fameuses constantes, l'hépatomégalie d'une part, et puis les fameuses constantes, parce que même d'avoir une bronchiolite avec 190 de fréquence cardiaque, ce n'est quand même pas typique. Oui, alors, cause cardiaque, on avait les points. Hein. On vous demandait pas d'évoquer la myocardite. Hein. Juste, on vous demandait de réaliser que le fait d'avoir une hépatomégalie, ça pouvait être un signe d'insuffisance cardiaque et donc il y avait peut-être un problème de cœur. Vous évoquiez cause cardiaque, vous aviez les points. Donc on remarque dans la grille de correction, déjà dans la question, on demande de justifier les causes qu'on évoque. Et on remarque que dans la grille, il y a la cause respiratoire qui est justifiée mais par ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure comme plan. Il commence par les facteurs de risque. C'est un prématuré issu d'une grossesse gémellaire en période d'épidémie. Donc ça peut être regroupé dans le terrain. Après, il y a le comptage et la rhinite familiale. Ça, on peut le classer dans les antécédents de comptage de pathologie virale. Et après, on retrouve tout ce qui est clinique, comme l'hypoxie, les ronchis et les synovites. Dans cette question, et on arrive à cause, et cause, c'est ce qu'on vient de dire, hein, cause hémato, cause pulmonaire, cause cardiaque, et finalement, on l'écrit, ça. Et je suis d'accord que je pense que dans ce cas, comme il n'y a absolument pas moyen de trancher sur une éventuelle étiologie cardiaque, on ne sait pas encore si une myocardite, une cardiopathie congénitale. Oui, effectivement, je pense que cause cardiaque, ça vaut des points. Je ne sais pas comment toi tu as répondu, Arnaud, à cette question-là. Oui, les deux grandes causes, c'est ça, les deux grandes causes qu'il y avait. Tu es resté assez général, en tout cas sur la première partie de la question. Oui. Alors après, il y avait le justifié, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans nos conseils généraux.
Alors, quand est-ce qu'on justifie une question finalement? Alors, bien évidemment, quand c'est écrit justifié, moi je pense qu'il faut que la justification soit détaillée. Et je pense que du coup, c'est absolument inadmissible de perdre des points de justification. Et que donc, à la lueur de ce qu'on vient d'écrire, on reprend le texte. Moi, vraiment, quand je vous conseille, quand il y a marqué de justifié, ça veut donc dire que des points vont être attribués à la justification. Il faut reprendre le texte et de façon policière, mot à mot, se demander si chaque mot ne peut pas rentrer dans la justification. Au limite, on dit un garçon, est-ce que garçon peut pas rentrer dans une. Voilà, peut-être que je ne me souviens plus s'il y a un sexe ratio prédominant pour les cardiopathies congénitales. À ce moment-là, il faut dire c'est un garçon, c'est un argument en faveur d'une cardiopathie congénitale éventuellement, vous voyez. Moi, je pense que quand on est marqué justifié, il faut reprendre de toute façon policière. Je me souviens très bien d'un dossier de concours blanc que j'avais posé dans une embolie pulmonaire, et quand je mettais qu'il y avait eu un antécédent de cancer du sein récent, que je demandais de justifier les arguments en faveur de l'embolie pulmonaire, personne ne m'a mis que le fait d'avoir un cancer récent était un facteur de risque, alors que quand on reprend à la lumière du diagnostic qu'on vient de poser, on dit bien évidemment cancer du sein, c'est un facteur de risque. Par contre, s'il n'y a pas marqué justifié, moi je pense qu'il faut rapidement, en quelques mots, mais cette fois sans reprendre les choses de façon policière, parce que peu de points, voire pas de points seront attribués, mais ça fera quand même, j'ai compris ce qu'on me demande et ça ne sort pas d'un chapeau, à ce moment-là on justifie plus rapidement. Oui, moi ce que je faisais, c'est. Donc quand il y avait écrit justifié, ça c'est du recopiage du texte, c'est du recopiage organisé un peu, en mettant dans les différentes cases qu'on a vues précédemment. Et quand on ne demandait pas de justifier, moi généralement, entre parenthèses, je mettais deux, trois mots-clés vraiment sans phrase. Par exemple, c'est un infarctus, entre parenthèses, je mettais troponine positive, sus décalage ST, point. C'est-à-dire que si jamais il y avait quelques points de côté, ce serait sans doute ça, mais je ne fais pas l'effort de faire une présentation uniquement pour la justification. Alors, bon, moi je milite pour que ce soit précisé clairement quand le jury attend qu'on justifie et quand il ne veut pas qu'on surcharge les copies en justifiant. Ça paraît la moindre des choses, qu'on nous dise ce qu'on attend de nous. Est-ce qu'ils veulent qu'on justifie ou est-ce qu'ils veulent pas? Toujours est-il que quand j'étais à votre place et qu'il fallait prendre l'option, quand c'était pas écrit de justifier, je justifiais pas. Et généralement, il me restait un petit peu de temps à la fin de l'épreuve ou à la fin du dossier. Quand j'avais du temps, je faisais mes justifications qui n'étaient pas demandées. Euh, bon, après, ce que vous proposent Marc et Arnaud paraît tout à fait bien aussi, au moins de justifier peut-être les deux ou trois pierres angulaires qui vous ont permis, vous, d'arriver au diagnostic. Et puis, si vous avez le temps à la fin du dossier, en dessous, un petit peu loin, vous mettez argument, deux points, et puis vous recopiez ce qu'on vous propose. Oui, c'est pas tellement pour les points que ça pourrait rapporter, puisque en toute logique, si c'est pas demandé, ça n'en vaudra pas. C'est toujours pour cette option de faire une bonne impression au correcteur. S'il a l'impression que votre diagnostic il est cohérent et que en fait c'est parce que vous avez compris le texte, c'est pas que vous avez pompé ça sur le voisin, c'est toujours mieux que de juste balancer ça comme ça. Donc effectivement, ne perdons pas trop de temps si c'est pas demandé. On met effectivement quelques mots. Je mettais pas entre parenthèses, je mettais sur les arguments suivants, j'en citais 3-4. Mais peu importe la formule, pas perdre de temps. Mais je pense que c'est quand même toujours bien de perdre quelques secondes pour montrer au correcteur que bah voilà, c'est pas sorti d'un chapeau et que c'est issu de votre raisonnement. Après, il y a moyen Enfin, moi, je lisais le cas. S'il n'y a aucune question, il y avait écrit justifié. J'essayais de justifier un peu à chaque question, parce qu'à aucun moment on voyait la différence entre une demande et une non-demande de justification. Alors que dans un cas, s'il y a une question, il y a écrit justifié, je ne justifiais pas du tout à toutes les questions où c'était pas demandé, parce que je partais du principe que s'il faisait l'effort de demander une justification, c'est qu'il la voulait, et quand il n'était pas écrit, c'est qu'il la voulait pas. Alors, dernière chose, avant de passer à la question 2, est-ce qu'on avait moyen d'étayer une autre réponse intelligente à part respiratoire et cardiaque? Est-ce qu'on a moyen de donner, par exemple, deux causes respiratoires? Enfin, je fais un raisonnement par l'absurde. Est-ce qu'on avait moyen légitimement de se planter à cette question? Par exemple, de dire, bon, bah, alors moi j'ai pensé à une bronchiolite d'une part, et d'autre part, à une autre cause qui pourrait expliquer tout le tableau. Bon, bah, j'ai beau chercher, je vois pas trop. Alors, éventuellement, une infection respiratoire un peu sévère qui pourrait retentir sur le cœur, l'hépatomégalie, tout ça, ça irait avec un peu de bactéries, tout ça. Mais au niveau fièvre, il a que 38 et il a une rhinite que depuis la veille. Donc, pour moi, ça collait pas. Oui, c'est sûr que ça fait un peu bancal. Après, sans rentrer dans la physiopathologie détaillée, si vous avez une pneumopathie sévère, vous pouvez avoir une insuffisance cardiaque droite uniquement liée à la pneumopathie et une hépatomégalie. Bon, ça commence à être tiré par les cheveux, d'autant plus que les signes d'auscultation,
revenons à la bonne vieille sémiologie, c'est des sibilants et des roncus, et qu'on vous dit à aucun moment qu'il y a un fouet de crépitant, un frottement pleural, un souffle tubaire. Oui, Donc on n'y croit pas trop. Moi je pense que on peut se tromper à cette question si on n'a pas bien, si on n'est pas arrivé bien préparé, à savoir qu'on n'a pas réussi à switcher dans sa tête en démarche diagnostique finalement. Si on est là en train de se dire il est fébrile, il sibyle, c'est l'hiver, c'est une cause respiratoire, et d'ouvrir tous ces petits tiroirs de quelle cause respiratoire entraîne une détresse respiratoire fébrile, on peut tout citer. Hein. Syndrome thoracique aigu, il y a peut-être le palud, on ne dit pas s'il est noir. Enfin, voilà, on peut perdre la drépanocytose, on peut perdre des heures à trouver des diagnostics. Si on raisonne en démarche diagnostique, à ce moment-là, moi je comprends cause comme grande cause, et je mets cardiaque, respiratoire, et au premier rang duquel dans le respiratoire, bronchiolite, c'est évident. Et je pense que là, du coup, on ne se trompe pas. Ça me va. On passe à la question 2. Alors oui, non, ça, ce dont on a déjà discuté un grand nombre de fois, l'interprétation de la croissance pondérale. Bon, donc, j'ai essayé de synthétiser ce qu'on a dit. Finalement, il y avait un premier mois où il y a une croissance staturopondérale, en tout cas pondérale, parce que staturale, on ne sait pas, correcte, avec 800 grammes en un mois, ce qui lui fait, c'est presque 30 grammes par jour, donc on en est plutôt satisfait. Mais finalement, l'arrêt, puisqu'il prend plus que 400 grammes sur les 7 semaines suivantes, et l'interprétation dans le contexte, c'est là où on bifurque vers quelque chose de finalement chronique. Et à la lumière de ce qu'il y a dans la suite du dossier, de pas digestif finalement, puisqu'il n'y a pas de trouble du transit et que la cassure pondérale arrive alors qu'il est toujours sous allaitement maternel finalement. Je ne sais pas si Arnaud avait quelque chose à ajouter. Non, c'est ça, là, c'est le tournant du dossier. La première question, c'était les diagnostics urgents, et là, on nous fait basculer dans une cause chronique qui va être confirmée dès la question suivante par la radio thoracique. On va voir. Donc là, vous voyez que quand même, globalement, si vous avez raisonné comme ça, vous êtes plutôt sur les rails, quoi. Vous vous dites, tiens, on fait une radio de thorax, qui est quand même pas typique dans une bronchiolite non plus, et puis surtout, on va y voir dessus des éléments. En pratique, hein, en médecine, on ne trouve que ce qu'on cherche. Si vous aviez une radio de thorax et que vous ne pensiez pas à la cause cardiaque, il est facile de ne pas écrire cardiomégalie sur la radio de thorax alors qu'elle est manifeste. Mais donc c'est pour ça, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais au tout début de cette conférence, finalement le dossier il est bâti pour vous aider. Hein, et si vous dites, tiens, une radio de thorax pour une bronchiolite, tant plus que le parenchyme pulmonaire a l'air à peu près normal, pourquoi? Donc à ce moment-là, à vous de vous dire, j'ai manqué quelque chose. Quoi. Il y a des alertes et des stops à la question 3 avant d'arriver à la 10 finalement. Oui, ça, quand vous faites un dossier, la question suivante ne doit être en quelque sorte que la confirmation de la question d'avant. Ça veut dire que vous suivez la logique qu'il y a dans le dossier. Si vous arrivez à une question que vous trouvez sortie de nulle part, où vous ne voyez pas le rapport avec le cas, c'est que généralement c'est vous qui avez faux et pas le dossier qui est bizarre. Excuse-moi Marc, juste je te reprends, tu parlais de la radio de thorax pour la bronchiolite. Justement, dans la bronchiolite, on s'attendrait à ce que le parenchyme soit normal, grosso modo, oui. Dans la bronchiolite des océans en tout cas. Et ici, justement, le parenchyme est infiltré. Non, c'est pas ce que tu voulais dire? C'est un moment que j'ai pas vu une bronchiolite, je fais plus de pédiatrie, mais enfin globalement quand même c'est une bronchiolite et non pas une bronchite. Donc tu peux avoir quand même un début d'opacité alvéolaire, surtout dans les formes sévères. Bon, mais de toute façon c'est pas ce qui choque ici. Quoi. Quand on voit la radio de thorax, on a beau l'imaginer dans tous les sens, de phase de dos, enfant couché ou autre, il y a un problème qui saute aux yeux bien plus que finalement le parenchyme pulmonaire. Oui, alors là sur la radio, bon, sémiologie de base, hein, P2, D1, D2, on sait que un rapport cardio-thoracique, c'est jamais supérieur à 0,5, enfin jamais. En tout cas, là, c'est clairement largement supérieur à la moitié du thorax. Le cœur est énorme. Et ça, c'est l'éléphant qu'il ne fallait pas rater sur la radio. Après, on peut raisonner, grâce à cette radio, on pouvait raisonner à l'inverse. Si on avait évoqué deux pathologies pulmonaires à la question 1, devant cette cardiomégalie, on aurait pu se dire, c'est bizarre, pourquoi on me fait changer tous mes diagnostics à cette question? Donc c'est là où on aurait pu trouver qu'à la question 1, il y avait une cause respiratoire et une cause cardiaque. Ça pouvait permettre aussi de faire un diagnostic un peu a posteriori sur ce dossier. Alors si je fais une petite digression sur les questions d'imagerie, vous aurez accès à une conférence de méthodologie dédiée à ça. Donc je pense que vous pourrez la retrouver sur le site de ConfPlus. On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, quand même, il faut toujours préciser de quel type d'examen il s'agit et essayer de préciser les conditions de réalisation et de ne pas se focaliser. Il est important, dans un premier temps, de décrire sémiologiquement, donc élargissement de la silhouette cardiaque, et de l'interpréter derrière, cardiomégalie.
pas dire d'emblée cardiomégalie, il peut y avoir des points pour dire qu'il y a un élargissement de la cellule cardiaque ou une augmentation du rapport cardio-thoracique. Et puis, ne pas oublier 2-3 trucs annexes. C'est sûr que là, le cœur saute aux yeux, mais peut-être à dire quand même qu'il y a une grosse poche aérogastrique et qu'il y a une aérocoliffe, en tout cas qu'il y a de l'air dans le tube digestif, mais sans niveau. Bon, voilà, peut-être quand même, c'est le petit plus peut-être qui fera la différence avec la copie du voisin. Et après, une fois qu'on a conclu à la cardiomégalie, ou à n'importe quel examen, il faut toujours penser à l'intégrer, à faire une petite phrase de conclusion en mettant qu'est-ce que ça apporte pour ce cas clinique. Par exemple, ici, la cardiomégalie est en faveur d'une pathologie cardiaque chronique. Ça montre toujours pareil que vous suivez la logique du dossier et que vous montrez au correcteur, vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, quoi. Je pense que c'est un conseil qu'on vous renouvellera quand on fera la conférence sur comment plus travailler l'ensemble des matières. Lisez les comptes rendus de radio, lisez les comptes rendus de scanner de vos patients, essayez de l'interpréter avant, bien sûr, mais regardez, et c'est comme ça que c'est fait, il y a un rappel de l'indication clinique, il y a un rappel sur les conditions d'acquisition de l'examen, est-ce qu'il est injecté, non injecté, est-ce qu'il est crânio-facial, crânial, en fenêtre osseuse. Il y a une description sémiologique élémentaire, c'est blanc, c'est noir. Il y a une interprétation et il y a une conclusion. Au total, aspect en faveur de. Voilà, donc je pense qu'il faut s'astreindre à faire ça. Oui, alors bon, après, on comprend que les étudiants en concours aient pu être quand même déstabilisés par cette radio, parce que, bon, même si on voit qu'il y a une cardiomégalie, c'est pas évident de se mouiller aux ECN en disant, bon, ben voilà un gamin de 2 mois qui a une insuffisance cardiaque. Parce que ça, c'est des choses où on ne s'attend pas forcément à les voir le jour du concours, hein. Un nourrisson de 2 mois insuffisant cardiaque. Parce que finalement, si on veut être cohérent, on va interpréter le tableau respiratoire, l'hépatomégalie, le tableau respiratoire avec des roncus, des ronchis, en se disant qu'il est en état d'œdème pulmonaire. Alors après, on peut voir que... on peut se dire qu'autour des îles, on a peut-être des opacités alvéolaires, enfin d'autres signes d'œdème aigu du poumon, encore que les Gude-Sac pleuraux sont libres. Enfin, là, il y a un moment où je conçois qu'il ne soit pas facile d'attraper les 100 points de ce dossier, parce que conclure sur une insuffisance cardiaque, voire sur une myocardite et un OAP, etc., c'est difficile. On peut au moins se dire, par exemple, on a une cardiomégalie, donc on a probablement une insuffisance cardiaque et qu'elle doit être décompensée par, à l'occasion d'un phénomène respiratoire intercurrent. De là à marquer qu'on a une myocardite. Non, mais moi, la myocardite, j'y crois pas depuis le début. Moi, je pense qu'il y a manifestement une manifestation ORL. Il y a une rhinite, et ça, c'est pas l'insuffisance cardiaque qui va vous l'expliquer. Hein. On ne transsude pas quand même de la cloison nasale. Je pense aussi qu'on atteint les limites aussi de l'imagerie à l'ECN. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse vous demander sur cette vignette qui est quand même pas très grande, hein, qui, nous l'avons imprimée en bonne qualité à partir d'un fichier PDF, mais de là à dire est-ce qu'il y a des opacités interstitielles, diffuses, une redistribution vasculaire au sommet, c'est compliqué. Donc je pense que moi j'avais un de mes maîtres d'externat qui disait que microsémiologie c'était macro-connerie. Je pense que c'est vrai, c'est-à-dire qu'arrivé à un moment, on peut dire qu'il y a un énorme cœur, on peut dire qu'il n'y a pas de pneumonie franche, voilà, on n'a pas une voilà. Mais après, ça devient difficile. Tu parlais tout à l'heure de l'œdème pulmonaire. Oui, mais enfin, d'un autre côté, si on est au stade des sibilants, c'est qu'on est encore au stade de l'épaississement des bronches, et ça se voit pas forcément à la radio. On n'est pas encore forcément au stade de l'œdème alvéolaire, sinon il y aurait des crépitants. Donc c'est pour ça, je pense qu'après, il ne faut pas non plus trop se focaliser. Justement, il y a un parenchyme qui n'est pas si anormal que ça. Par contre, il y a un énorme cœur. Et donc là, on s'oriente vers la cause cardio, mais on ne vous demande pas de conclure que c'est une cause cardio, puisque regardez la question d'après, et la transition est toute trouvée, pour préciser la cause de la détresse respiratoire. Donc en gros, ça veut dire que quand on vous interprète la radio, on ne vous demande pas de dire ce que c'est. Est-ce que c'est le cœur ou le poumon? On ne sait toujours pas, mais on rajoute dans notre sac d'éléments diagnostiques, il y a une cardiomégalie, et tiens, peut-être que la cause cardiaque qu'on avait tous mis derrière la bronchiolite, elle est peut-être pas si derrière que la bronchiolite que ça. Et de fait, Arnaud, je pense que dans la question 4, on peut aborder quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est la hiérarchisation, finalement, de ces justifications ou de ces éléments de réponse, puisqu'on vous demandait les éléments cliniques à chercher, et tu seras d'accord avec moi, je pense, pour dire que ça serait mieux de les hiérarchiser en fonction des grandes causes que de les mettre tous en vrac. Oui, surtout que la première question du cas, c'était quelles sont les 2 grandes causes à évoquer. Donc là, on va répondre en cherchant des arguments pour et contre ces 2 grandes causes. Voilà.
Donc on va... Rapidement, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu as répondu? Oui, donc c'est important de hiérarchiser les réponses sur cette question, surtout qu'à la question numéro 1, on nous demande quelles sont les 2 principales causes à évoquer. Donc on a déjà dit qu'il y avait cause cardiaque et respiratoire. Donc là, on nous demande quels sont les signes cliniques à rechercher. On va donc organiser notre réponse de la même façon. Argument en faveur d'une cause cardiaque et argument en faveur d'une cause respiratoire. Les arguments pour la cause respiratoire, on les a quasiment tous dans l'énoncé. On a les signes de gravité, les signes positifs, les signes de complications, tout ça. Donc ça va être surtout les éléments pour la cause cardiaque. Donc on va rechercher les signes d'insuffisance cardiaque gauche et droite, les signes, un souffle, les caractéristiques fonctionnelles ou organiques de ce souffle, sa localisation, et après la question se finit d'elle-même. Quel est l'examen complémentaire indispensable à demander? C'est un peu le prolongement d'un examen clinique. On recherche une pathologie cardiaque, donc on va faire une ETT, une écho transthoracique. Oui, alors je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas 12 000 signes à rechercher. Peut-être qu'à cette question-là, le correcteur attend qu'on commence à évoquer certaines étiologies, peut-être. Et finalement, comme on a dit depuis tout à l'heure, qu'on avait une maladie chronique qui probablement évoluait depuis assez peu de temps après la naissance, qui se manifeste maintenant à l'occasion de cet épisode infectieux, au moins ORL. Je pense que comme on est en pédiatrie, il fait toujours bon de dire qu'on va palper les poux, chercher la coarctation de l'aorte. Et puis regarder les grandes causes, s'il n'est pas cyanosé de partout pour les cardiopathies cyanogènes. Mais globalement, je pense que ça pourrait être tout ce qu'on peut demander à l'étudiant en fin de DCEM4. On nous dit qu'il n'est pas cyanosé dans le lancé, je crois. Après, oui, il faut prendre aussi la tension aux 2 bras, à la recherche d'une dissociation. Mais de toute façon, la tension artérielle doit être prise, c'est dans les caractéristiques fonctionnelles ou organiques d'un souffle. Tout à fait. La question suivante, justement, on nous apporte un élément supplémentaire. Si bien évidemment on n'avait pas pensé à ausculter d'autres foyers auscultatoires que l'air cardiaque, quand on lit la question d'avant, forcément on se précipite pour le rajouter à la question 4. Bon, l'interprétation était assez simple. Oui, donc chez un prématuré qui a un souffle sous-claviculaire gauche, on va évoquer une persistance du canal artériel. Bon, c'est la présentation typique de cette pathologie. Alors là, autant on pouvait être excusé de ne pas avoir bien compris le dossier jusqu'à ce moment-là, mais n'importe qui a travaillé l'item 331 des souffles cardiaques de l'enfant, oui, c'est 331, oui. Bon, c'est qu'un souffle continu sous-claviculaire gauche, ça peut pas être autre chose qu'une persistance du canal artériel. En tout cas, ça peut certainement jamais être un souffle fonctionnel. Or, malheureusement, beaucoup de vos prédécesseurs, donc cette année au concours, ont interprété souffle comme étant fonctionnel dans les questions précédentes et n'ont pas rectifié le tir après avoir eu les éléments de réponse donnés par la question 5. Alors, je voudrais insister sur l'importance en fait de travailler tous ces items parce que autant évoquer la myocardite, ou les problèmes cardiaques chez un nourrisson de 2 mois, comme on le disait à la deuxième question d'un dossier, c'est pas évident. Autant quand on a quand même travaillé son item, on a les bases pour bien se sortir du dossier et pour le coup pour marquer pas mal de points d'avance par rapport aux collègues qui ont fait l'impasse sur cet item-là. Alors je voulais juste aborder le sujet des impasses rapidement, mais bon. On est d'accord, je pense, sur le fond, mais disons-le. Ce dossier est un peu la preuve que n'importe quel item peut tomber, puisqu'on aurait dit, moi on m'aurait dit avant le CN, il y aura une cardiopathie de l'enfant. J'aurais un peu rigolé, j'aurais dit oui, certainement oui, c'est ça. Oui, sauf que finalement, ne tombent que les grandes lignes. Voilà, c'est ça. Moi je pense que vous allez faire des conférences, vous allez à vos cours à la fac, à vos entraînements à la fac, aux ED, aux conférences organisées par les facs. Je sais qu'on peut être un petit peu pointilleux en se disant que le CNCI a dicté des grilles de questions avec des sous-questions. Ce n'est plus au programme. N'essayez pas d'être plus malin que tout le monde. Moi, je suis persuadé que je peux vous avoir. Et c'est effectivement la fracture de je ne sais pas quoi de l'extrémité, la fracture n'est pas une fracture n'est pas forcément au programme, mais rappelez-vous qu'il y a douleur des os et des extrémités. Voilà, on peut vous dire que c'est une fracture. Peut-être que la cardiopathie de l'enfant n'était pas stricto sensu dans les questions de l'internat, mais rappelez-vous qu'il y a dyspnée de l'enfant. Voilà, c'est une cause. Et on vous demande finalement dans ce dossier que des grandes orientations diagnostiques. Et je dirais que quelque part, ça nous conforte encore. Rappelez-vous, le dossier il est bâti pour vous aider.
Et ça nous conforte encore dans notre diagnostic. Si le diagnostic avait été une bronchiolite, je ne peux pas imaginer qu'on ne nous demande pas son traitement. Là, on est face à une cardiopathie de l'enfant, probablement avec persistance du canal artériel, décompensée par un épisode d'ORL, dont finalement on se fiche puisqu'on ne nous demande même pas de le prendre en charge. Et oui, par contre, on ne vous demandera pas de prendre en charge une cardiopathie cyanogène ou pas d'ailleurs de l'enfant. Donc le fait que ça s'arrête là et qu'on passe à autre chose, puisque la question d'après, on revient sur quand on a revu l'enfant 4 mois plus tard, à l'âge de 4 mois, donc encore presque 2 mois plus tard, nous fait dire que voilà, ça s'arrête là l'épisode de dyspnée. Et donc finalement, on était bien dans une espèce d'orientation diagnostique et on s'arrêtait à ce niveau-là, et ça conforte qu'on était bien dans la cause cardiaque. Oui, ça montre qu'il faut... généralement, il faut tout savoir sur les sujets fréquents et graves, et ça montre qu'il faut avoir des arbres simples sur les items beaucoup plus rares, comme cardiopathie de l'enfant. Car avec juste des grandes idées claires, on s'en sortait très bien sur ce cas clinique. Voilà. Par contre, qui est sec sur le sujet, qui a fait l'impasse dessus, ne peut rien faire. Ça remontre aussi que finalement, la base de tout, ça reste aussi un peu la sémiologie. Parce que vous n'avez jamais vu la question cardiopathie de l'enfant, et finalement, on le serait à moins, mais si vous vous souvenez quand même, c'est la sémiologie de PCEM2, DCEM1, qu'un souffle sous-claviculaire chez un enfant ne peut être rien d'autre qu'un canal artériel persistant. Dans le contexte, eh bien ça y est, vous aviez les 3/4 des points au dossier, même si vous n'aviez jamais vu la question. Donc vous êtes en DCEM3, prenez encore le temps, si vous avez des lacunes, de réviser la sémiologie, et j'y rajouterai la physiopathologie. Oui, surtout qu'on a vu cette année, il y a de plus en plus de questions de physiopathologie. C'est pas de la physiopathologie de haut vol. On a eu expliqué la physiopathologie de l'OAP, la physiopathologie de la déshydratation, la physiopathologie de l'hypoxie chez la femme enceinte qui est un OAP. Donc on a de plus en plus de questions de physiopathe. Oui, et on n'insiste jamais assez sur la sémio. Là, vous êtes en début de D3 normalement quand vous faites cette conférence. Il n'est pas trop tard pour devenir le champion de sémio que vous êtes supposé être à la fin de la D2. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La sémio, c'est vraiment la pierre angulaire de votre culture médicale. Si vous avez des lacunes en sémio, vous êtes en danger. Et en début de D3, il n'est pas trop tard pour les corriger, mais il faut absolument le faire. Bon, question suivante. Alors, on a corrigé l'anomalie responsable du souffle. D'ailleurs, enfin, on ne dit pas comment, c'est pas le sujet, ça dépasse le programme des ECN, on va dire. En tout cas, maintenant, l'enfant, il n'a plus de cause d'insuffisance cardiaque. On dit que c'est normalement réglé. Pour autant, il persiste à un problème digestif. Une diarrhée, des régurgitations. Il prend toujours pas vraiment de poids, hein, 3,750 kg, on l'avait laissé à 3,6 kg. Donc il a encore pris à peine 150 grammes, alors que bon, on imagine qu'il lui arrivait plein de choses dans cet intervalle, mais quand même il aurait dû grossir. Il a des diarrhées et bref, ça va pas. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Mais là, arrivé à ce stade du dossier, si on reprend notre brouillon, on remarque qu'on a déjà rayé beaucoup de choses. On a rayé toute la pathologie dyspnée aiguë, on a rayé le côté insuffisance cardiaque. Et en fait, il va nous rester que l'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et l'érythème. Donc devant un enfant qui prend pas de poids, qui a des troubles digestifs et qui a un allaitement artificiel depuis peu, il faut évoquer l'allergie aux protéines de lait de vache. Et donc, c'était un diagnostic assez typique, je trouve, dans la présentation, et qui intervenait toujours dans une logique où on a corrigé une pathologie chronique, en s'attendant à ce que le poids remonte, le poids ne remonte pas, il y a donc une autre pathologie chronique à chercher. Et c'était, je pense, la réponse à la question 6, quelle interprétation faites-vous ? Oui, tout à fait. On vous l'a dit, rien n'est laissé au hasard. Je suis complètement d'accord avec ton interprétation de tout à l'heure. Si on ne réfléchit pas à cette question-là, donc si on ne les a pas toutes lues d'emblée, on ne comprend pas ce que vient faire la dernière phrase de l'énoncé. Qu'à faire un érythème dans le contexte, alors là, vraiment, ça nous dépasse. Mais là, effectivement, tout s'intègre. Et donc là, vous comprenez que vous êtes sur la bonne voie. Et d'autre part, on ne peut pas continuer sur la cardio à cette question-là. L'enfant est devenu eupnéique, l'auscultation est normale, alors que 2 questions avant, on vous disait qu'il y avait un souffle. Donc là, on est obligé de décrocher. Si vous ne l'avez pas fait, c'est que vous êtes obnubilé par la petite boucle du mauvais stress dans lequel vous étiez, parce que vous étiez limite sur la compréhension du dossier et de l'examen cardio. Mais encore une fois, tout y était. Et ce dossier n'est pas si mal construit du tout, parce que même si vous vous êtes plutôt trompé avant, vous pouvez rebifurquer vers le bon diagnostic sur les questions suivantes. Et donc, vous n'avez pas faux aux 10 questions parce que vous n'avez pas trouvé la première.
Oui, tout à fait. Et ça, on peut remercier le CNCI pour ça. Oui, c'est vrai que le dossier est bien construit, mais bon, il faut quand même signaler que, autant d'habitude, on nous demande d'être uniciste et d'essayer au maximum de se dire, bon, bah, le patient qu'on nous présente, il a une pathologie, et on essaie de tout rattacher, tout ce qui va présenter à cette pathologie. Autant, bah, celui-là, pas de bol, il avait et la persistance du canal artériel et une intolérance aux protéines du lait de vache. Bon, c'est pas forcément sympa. C'est vrai. Je pense que c'est un moyen pour eux, effectivement, de faire un peu de transversalité dans la pédiatrie. Il y a néanmoins une façon assez simple de voir et de justifier cet état de fait, c'est qu'on revoit l'enfant à l'âge de 4 mois. Donc il s'est passé 2 mois après la précédente consultation et après avoir réglé le problème. Donc là, on comprend quand même bien qu'on a tourné la page du premier problème. Et bon, bah voilà, on accepte un petit peu leur construction, un petit peu hasardeuse. D'ailleurs, on voit bien qu'à la question 8, on nous rajoute un petit peu de programme vaccinal, parce que comme ça, on a vraiment traité toutes les questions de la pédiatrie, quoi. Donc l'interprétation, bon, ben, on en a fait. Il existe un problème digestif surajouté, et puis tu as parlé de l'hypothèse diagnostique principale pour la 7. Bien évidemment, de fait, on l'avait déjà mis sur sur notre brouillon. On arrête le lait artificiel. C'est le moyen pour confirmer l'hypothèse? Non, j'ai mixé le traitement, arrêt du lait artificiel et mise sous hydrolysat de lait de vache. Et pour confirmer le traitement, l'éviction, réintroduction, l'amélioration sous éviction et la rechute sous réintroduction. Voilà, mais finalement, ça reste que de la manipulation du régime de l'enfant et Tout à il n'y a fait. pas de moyen de diagnostic supplémentaire. Il n'y a pas de dosage immunologique ou de choses comme ça à faire. Donc là, bien sûr, on demande quelles mesures thérapeutiques. Donc il fallait penser à l'arrêt du lait et l'hydrolysa. Il fallait aussi penser à tout ce qui est un peu pédiatrie, l'éducation des parents, la mise dans le carnet vaccinal, dans le carnet de santé plutôt, et enfin tout ce qui est la prise en charge globale de l'enfant. Oui, tout à fait, sachant que on fait attention à ce qu'on a dit tout à l'heure, la mesure thérapeutique est au singulier, donc on attend de nous, si on parle, comme tu dis, de l'éducation des parents et autres, on attend quand même de nous de mettre premier, en gros en majuscule, l'éviction du lait artificiel, bien sûr. Et donc la dernière question, c'est une question classique de pédiatrie. C'est récitez-nous le calendrier vaccinal de l'enfant. Donc ça, vous l'aurez dans quasiment tous les cas de pédiatrie. Il faut donc l'apprendre et il faut revoir le BHE qui sort généralement 3 mois avant le CN. Oui, alors ça c'est sûr que vos ouvrages sont souvent obsolètes, d'ailleurs dans un certain nombre de matières, sur un certain nombre de choses. Vous connaissez probablement tous les sites pour avoir accès aux conférences de consensus, aux polycopiés des enseignants. Pour tout ce qui concerne les maladies infectieuses et les calendriers vaccinaux, on peut effectivement vous encourager à aller voir le site du BEH, du bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et c'est assez bien fait et ça sort en général tous les ans, à tous les 2 ans, la réforme du calendrier vaccinal. Oui, pour en revenir à ce dossier, attention au double piège, parce que ceux qui savaient que le BCG n'est plus obligatoire pouvaient être tentés de se dire, donc surtout je n'en parle pas, je ne dis pas que c'est obligatoire, etc. Bon, en fait, lui, il va aller en crèche, c'est toujours bien. Bon, même si vous savez que c'est plus obligatoire, au moins d'en parler, de dire le BCG n'est plus obligatoire, mais on va le discuter. C'est dans les recommandations actuelles, en fonction des facteurs de risque. On ne sait pas dans quelle région habite cet enfant. Il est peut-être en région parisienne, il est peut-être dans un foyer, enfin, on ne sait pas. Donc il faut au moins l'évoquer. C'est laissé à l'appréciation du praticien. Bien, en conclusion, j'espère que cette conférence vous aura été très profitable. Et je vous remercie de la confiance que vous accordez à ConfPlus. N'oubliez pas que tout au long de l'année, vous pouvez nous poser vos questions de méthodologie sur cette conférence par le biais du site internet. Nous y répondrons avec plaisir. Arnaud a un mot de conclusion? Oui, j'espère que les conseils qu'on vous aura donnés vous permettront de progresser. Vous êtes au début de la D3. Vous avez donc encore toutes vos chances pour réussir. Donc essayez de mettre en application ces conseils le plus tôt possible, histoire que ça devienne automatique chez vous, et vous progresserez de ce fait beaucoup plus vite. Marc? Moi, j'étais ravi de vous faire partager un petit peu tout ce qui n'apparaît pas dans certains ouvrages, dans certaines conférences. J'espère effectivement que ça vous sera utile. En tout cas, l'expérience montre que les externes en stage en sont assez demandeurs. Sachez que nous traiterons dans une autre conférence, on va dire la partie plus l'abord, on va dire plus du travail, la façon de travailler sur les différentes années qui vont vous mener jusqu'aux épreuves de l'ECN.
Je vous souhaite bon courage pour ces années, pour ces mois à venir et pour toutes les conférences qui vont suivre. Et je vous dis à bientôt.